Beaucoup d'entre nous utilisent des médicaments somnifères pour mieux dormir. Alors c'est vrai, c'est très efficace, mais il vaut mieux savoir les utiliser correctement. Et à la fin de cette émission, vous verrez, vous saurez comment faire pour très bien dormir en évitant les excès de somnifères. Bonjour Pierre. Bonjour. Professeur Geoffroy, psychiatre et somnologue du collège de Pums. Somnologue, ça veut dire que vous êtes spécialiste du sommeil. Alors, on entend beaucoup de choses sur les risques de la prise de somnifères, sur la manière dont on a le droit ou pas le droit de les prendre. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire mal prendre des somnifères? C'est quoi le mésusage des somnifères? Alors le mésusage, souvent, c'est défini comme une durée en fait, qui est dépassée. Et cette durée, elle est conseillée à 4 semaines. Et quand on dépasse 4 semaines d'utilisation de manière continue, on parle de mésusage. Donc c'est ce que l'Agence du médicament nous dit, 4 semaines de consommation continue de somnifères. Ça veut dire qu'on en prend trop, ou en tout cas trop longtemps. Avant d'aller plus loin, vous avez sûrement dans votre armoire à pharmacie les médicaments dont on parle. On peut en donner quelques repères pour que les gens comprennent mieux? Absolument, en fait, il y a vraiment plusieurs grandes familles qui vont permettre d'endormir ou de sédater. Il y a tout ce qui est benzodiazépine et apparenté, Imovane, Stinox, voilà. Il y a tout ce qui est sur la voie histaminergique, donc les antihistaminergiques comme la Tarax. Il y a les antidépresseurs et les dérivés antidépresseurs. Il y a la mélatonine qui, là, va agir un petit peu différemment et permettre l'endormissement. Et puis, il y a les nouveaux traitements qui vont apparaître qui ciblent la voie orexinergique et permettent le sommeil. Et les tranquillisants comme l'Exomil, Xanax, Seresta sont parfois aussi donnés pour aider à s'endormir, n'est-ce pas? Absolument. Donc, si vous avez ces médicaments, on n'a pas dit qu'il faut jamais les prendre. On va vous expliquer dans quel cas on peut les prendre et comment. Alors, je reprends ce chiffre-là. 4 semaines de suite, beaucoup de personnes qui nous regardent se sentent concernées. Est-ce qu'il y a des risques? Dès 4 semaines, c'est déjà trop. Alors absolument, et c'est surtout en fait pour ce qu'on appelle les benzodiazépines et les apparentés dont on a parlé au tout début, où finalement on a observé, nous on parle en médecine, on parle moins de mésusage, on parle plutôt soit de pharmacotolérance ou d'accoutumance et de pharmacodépendance finalement ou d'addiction, qui sont deux choses différentes. Donc y compris avec ces médicaments grand public si j'ose dire, tellement prescrits, tels que le Stilnox, l'Imovane, l'Exomil, Xanax. Vous avez utilisé 2 termes sur lesquels on va revenir. Vous parlez de pharmacotolérance, et ça, c'est différent d'une addiction. Absolument, et c'est très important. En fait, les gens sont surtout dans ce tableau-là, c'est-à-dire que, et c'est la définition de ces 4 semaines-là, elle est sur ces phénomènes de pharmacotolérance qui se définissent par une perte de l'effet recherché par habituation finalement à la molécule. Et à partir de 4 semaines, sur les hypnotiques, on observe que l'effet, par exemple, sur la latence d'endormissement ou sur l'amélioration du temps total de sommeil, eh bien, cet effet disparaît. Et donc, on s'accoutume à la substance et on va devoir augmenter les doses pour retrouver la même efficacité. Et ça, vous distinguez cela clairement de l'addiction. Et oui, il faut le distinguer parce que souvent dans le langage commun, on parle de dépendance à ces hypnotiques ou d'addiction. Et en fait, l'addiction, c'est vraiment une perte de liberté avec la recherche du produit de manière compulsive, malgré les conséquences nocives, notamment socio-professionnelles. Alors, vous nous parlez d'accoutumance à tous ces médicaments, ces comprimés. Ça fait peur. Est-ce qu'il faut s'en passer totalement? Alors c'est vrai qu'il ne faut pas non plus diaboliser ces molécules-là, elles peuvent être utiles, notamment dans les phases de ce qu'on appelle l'insomnie aiguë. Et donc ponctuellement, ces médicaments peuvent aider et être indiqués dans l'insomnie aiguë. Par contre, dès qu'on passe dans l'insomnie chronique, là, ces médicaments ne sont plus indiqués, puisqu'il y a ces phénomènes de pharmacotolérance qu'on a décrits qui vont s'installer. Et ce sont des traitements non médicamenteux, et par exemple la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, qui va être le traitement de référence de l'insomnie. Et chez des patients qui n'auraient pas répondu ou partiellement à ces thérapies non médicamenteuses, ces médicaments peuvent être ajoutés, combinés à ces thérapies. Avant de revenir sur ces thérapies, je voudrais vous montrer ici une ordonnance authentique qui associe alprazolam, zopiclone, donc anxiolytique, hypnotique, zolpidem, hydroxyzine, alimement, plein de mots compliqués. J'ai déjà vu une telle ordonnance, beaucoup de médicaments, ça c'est dangereux.
C'est vrai que c'est un grand classique. Et quand on a une série comme ça de médicaments, il va falloir s'interroger et aller consulter pour essayer de diminuer cette espèce de liste parce que ces traitements ne sont pas suffisamment efficaces. Il y a des interactions entre ces médicaments-là. Il va falloir rencontrer un spécialiste pour alléger l'ordonnance et développer des thérapies spécialisées sur l'insomnie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que parfois, il y a plusieurs médicaments sur une ordonnance, mais plus encore, parfois, les patients ont plusieurs ordonnances de médecins qui n'ont pas forcément connaissance de ce qui a été prescrit par ailleurs. Et là, sans le savoir, on peut être amené à prendre des médicaments qui ont des interactions entre eux. Revenons sur ces thérapies cognitivo-comportementales. On a un outil qui peut vous aider. On va vous le montrer. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert. C'est un agenda du sommeil. Alors, c'est plein de petites cases. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Agenda du sommeil, ça veut dire qu'on va noter comment on dort. C'est vraiment utile. Alors c'est très très utile, c'est vraiment la base de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Il y a d'abord quelque chose de très simple qui est que quand on indique son sommeil au quotidien, finalement on va déjà se rendre compte d'habitudes, de comportements qu'on a au cours du sommeil et au cours de la veille qui vont retentir sur le sommeil. Et donc il y a un aspect éducatif très très fort en fait, où on dit qu'il faut remplir à peu près 2 à 3 semaines minimum cet agenda pour aussi se rendre compte des cycles, des rythmes aussi veille-sommeil, donc c'est tout à fait essentiel. Et déjà en fait, après cette première phase-là, le patient va prendre conscience d'un certain nombre de choses par rapport à son sommeil. Et par la suite, donc ça va aider le médecin à voir plus précisément finalement comment se passent ces cycles veille-sommeil chez le sujet, quelles sont ses plaintes. Et le début de cette psychothérapie va commencer par cet agenda du sommeil et on va suivre l'évolution des prescriptions de comportement et leur efficacité sur cet agenda du sommeil qui va continuer d'être rempli par le patient. On vous explique que le simple fait de mieux se connaître, ça va déjà être une étape importante pour améliorer votre sommeil. Alors ça, vous pouvez le démarrer tout seul, mais le mieux, c'est de rencontrer votre médecin, voire un spécialiste, un somnologue, c'est-à-dire un spécialiste qui va vraiment vous conduire dans cette démarche d'amélioration de votre sommeil. La thérapie cognitivo-comportementale, vous l'avez mentionné, et pourtant, il faut bien avouer que c'est assez peu connu, en tout cas dans le cadre du traitement des troubles du sommeil, c'est très peu prescrit. Alors c'est vrai que c'est très peu prescrit et c'est là le problème, c'est-à-dire que devant une plainte d'insomnie, le réflexe est de tout de suite prescrire des médicaments. Or, c'est important de rappeler que devant une plainte d'insomnie, tout d'abord, il y a tout un raisonnement médical que vous avez rappelé en indiquant aussi aller voir un somnologue, aller voir un spécialiste, où il va falloir d'abord, sur une plainte de mal dormir, donc d'insomnie, éliminer les autres causes de maladies du sommeil. Voilà. Mais pourquoi si peu de patients se trouvent avec une prescription de thérapie cognitivo-comportementale? Regardez, seuls 8% des cas d'insomnie sont référés à une TCC. Absolument. Et donc, une fois qu'on a éliminé toutes ces pathologies-là et qu'on a confirmé l'insomnie, à ce moment-là, le traitement de référence de l'insomnie chronique devrait être cette TCC de l'insomnie. Mais dans les études, on aperçoit finalement que seulement 8% ont prescrit une fois dans leur vie de la TCCI à des patients qui souffrent d'insomnie. Donc c'est très largement insuffisant. Et souvent, on parle de manque d'accès de cette TCC de l'insomnie. C'est faux, elle est relativement accessible. Elle n'est surtout pas suffisamment prescrite. Donc, parlez-en à votre médecin. Peut-être que ça vous aidera à réduire les somnifères que vous prenez depuis des mois, voire des années. Qui allez voir pour ce genre de thérapie cognitivo-comportementale? Des psychiatres, des psychologues, des somnologues? C'est une question très très importante. Il faut d'abord, dans un premier temps, je pense, faire un bilan diagnostique de cette plainte de sommeil. Et donc aller voir son médecin. Souvent, c'est le médecin généraliste qui va pouvoir déjà faire un premier bilan et, si besoin, adresser à un centre du sommeil, à un somnologue, dans des centres du sommeil spécialisés, dans des centres de psychiatrie. Et ça existe, des centres du sommeil spécialisés un peu partout? Il y en a partout. Chaque région a des réseaux. Un des réseaux très connus, c'est le réseau Morphée aussi, sur Paris. Donc, il y a un certain nombre de réseaux comme ça, de sommeil qui existent, des centres de sommeil qui existent et où on peut s'adresser, faire une demande pour être vu. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on peut accéder à des psychologues avec une aide. Il y a maintenant une prise en charge, 8 séances par an qui sont remboursées par l'assurance maladie, éventuellement la mutuelle complémentaire. Absolument, ça s'appelle Mon Parcours Psy et dans les motifs d'adressage à ce parcours spécialisé remboursé de 8 séances, eh bien, les plaintes de sommeil font partie des indications. Un dernier mot sur tout ce qui est
phytothérapie, plantes, tisanes pour mieux dormir. On en a ici parce que ce soir, après PUMS, on aura peut-être envie de bien dormir. Ça marche ou pas? Alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire si ça marche chez quelqu'un et que cette personne sent que ça marche chez lui, il faut continuer. Et donc on a tous plus ou moins des rituels de sommeil. Maintenant, au niveau scientifique, au niveau des études, tout ce qui est phytothérapie n'ont pas démontré des effets significativement supérieurs au placebo. Et donc là encore une fois, ça dépend des sujets. Sur la tisane, petite attention quand même, souvent le fait de consommer de la tisane va faire uriner la nuit et va peut-être possiblement entraîner du coup des réveils au cours de la nuit. Donc un peu de tisane, pas trop. Et si ça vous empêche de dormir, il faut arrêter. Absolument. Voilà. On écoute son corps, comme souvent en médecine. Merci beaucoup, Pierre. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous rappelle que PUMS, c'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.